1812. Campagne et retraite de Russie, grande histoire et faits divers. Par Sylvie Benito et Joël Gosset. Ce sera le 3e épisode. Dans l'épisode précédent, nous avions laissé la Grande Armée dans les plaines de Russie, où elle rencontre déjà bien des difficultés. Non à cause de l'ennemi qui se retire et qui se dérobe, mais à cause d'un été d'abord trop pluvieux, puis subitement caniculaire. Beaucoup d'hommes et de chevaux sont déjà hors de combat. Quoi qu'il en soit, et quoi qu'il en coûte, et malgré tout, le 28 juin, Napoléon est à Vilna. C'est une ville que les Russes ont à peine défendue. Napoléon va y rester une quinzaine de jours pour regrouper ses troupes et y remettre de l'ordre. Quant aux Russes, ils ont toujours la même tactique, qui est de se retirer devant l'ennemi et de l'inciter à s'avancer plus avant dans l'immensité russe. La Grande Armée progresse à marche forcée, mais l'intendance ne suit pas comme elle devrait. Les soldats ne mangent déjà plus suffisamment à leur faim. Par suite, la discipline n'est plus toujours respectée dans certaines unités, et il y a des embouteillages et des discordes lors de passages obligés, comme par exemple pour les ponts, avec aussi des scènes de pillage et des désertions tout au long du chemin. Le 23, enfin, une bataille au cours de laquelle Davout bat Bagration. Mais malheureusement, cette victoire n'est pas décisive. Le général russe peut s'échapper et se replier sur Smolensk, en brûlant les magasins de vivres sur son passage. Caulaincourt témoignera. On ne trouvait point d'habitants, on ne faisait point de prisonniers, on ne rencontrait pas un traînard et on n'avait point d'espions. On était déjà au milieu de la Russie, et pourtant comme un vaisseau sans boussole, sous le milieu du vaste océan, ne sachant ce qui se passait autour de nous. L'échec de Macdonald, en plus, que Macdonald va prendre à Riga, va obliger l'armée de surveiller son flanc nord et son flanc sud. Le 28 juillet, la poursuite continue, la Grande Armée entre dans Vitebsk, désertée et brûlée. La Grande Armée a déjà perdu beaucoup d'hommes. Il ne reste que 235 000 combattants sur les 400 000 engagés à l'origine dans ce conflit. Et la mort n'étonne plus. Oh, les oraisons funèbres sont simples. Il n'a plus besoin de rien. Il ne fera plus crier la poule. Il ne s'enivrera plus. Pendant ce temps, les deux armées russes ont réussi leur jonction et elles envisagent de passer à l'offensive. Le 13 août, Napoléon va quitter Vitebsk et continuer sa progression. Le 17 août 1812, enfin, les Russes acceptent le combat. Alors ce va être un terrible combat. 7 000 morts du côté français, 10 000 du côté russe. Au deuxième jour, la balle est aux Français, les Russes font retraite, ce sera la terrible bataille de Smolensk. Deux généraux russes s'opposent, Bagration et Barclay de Tolly, lequel a ordonné la retraite une nouvelle fois aux grandes dames de l'état-major russe. Le tsar, un peu à contre-cœur, va démettre Barclay de ses fonctions de commandant en chef et nommer à sa place le général Koutouzov, qu'il apprécie médiocrement, parce que c'est le vaincu d'Austerlitz. Il va nommer aussi comme chef d'état-major Bennigsen, qui est le vaincu de Vrienland. Koutouzov a alors 67 ans, il est borgne et obèse. Et en plus, il avait sur la tempe une cicatrice. Oh, soigneusement lavée, disait Tolstoï.
souvenir de la balle qui lui avait traversé la tête à Ismaël. Il a des mœurs dissolues. Il est quasi impotent. Il est aussi connu pour sa paresse, son obséquiosité de courtisan et ses goûts de luxe. Par exemple, il a de la vaisselle en argent, même en campagne. Et en principe, il a toujours avec lui 2 très jeunes filles qui sont déguisées en cosaques et qui l'accompagnent jour et nuit. Et son ardeur au lit est alimentée par la lecture d'images illicites que la morale réprouve. Alors on verra que lui aussi est un adepte de la retraite systématique et qu'il se montrera très prudent, pour ne pas dire plus, tout au long de cette campagne. Enfin, Kutuzov va finalement accepter le combat à Borodino. Borodino, ce sera la Moskova pour les Français. Il a fait construire des redoutes armées de bouches à feu qui seront prises et reprises. Ce sera une lutte acharnée entre les 2 armées. Les 5 et 6 septembre 1812 vont s'affronter 1200 canons. Davout, qui sera blessé, sera remplacé par Murat. On se bat au corps à corps, au fusil, au sabre, à la baïonnette. Côté russe, Bagration va être mortellement blessé. L'artillerie française et les charges de cavalerie de Murat finissent par prendre la grande redoute, et pour la garder, Murat demande le renfort de la garde. Napoléon ne va pas lui accorder cette faveur et la grande redoute est reprise par les Russes. Kutuzov écrit à sa femme. Depuis 3 jours, nous tenons, Napoléon et moi, l'un en face de l'autre, à telle enseigne que nous l'avons vu en personne, vêtu de sa petite redingote grise. Pendant ce temps, sur le terrain, la mêlée est indescriptible. Il faut dire que Napoléon a un gros rhume et n'est pas en forme. Pendant qu'il boit des grogues, Kutuzov, lui, dîne au champagne. Sans cesse, les généraux demandent l'intervention de la garde, mais toujours Napoléon refuse à engager ses chers grognards. Enfin, Grouchy reprend la grande redoute avec le prince Eugène, et la bataille va s'achever. Elle aura duré 12 heures. 12 heures, vous vous rendez compte, ce deuxième jour, au rythme de 140 coups de canon à la minute. Le général Caulaincourt, frère du grand écuyer, est mort pendant la prise de la redoute. Ah là là. Mort, où est ta victoire? Napoléon, cependant, écrit à Marie-Louise. Ma bonne amie, je t'écris sur le champ de bataille de Borodino. J'ai battu hier les Russes. Kutuzov, qui pendant la bataille était demeuré assis sur sa causette en faisant des ronds dans l'eau, écrit lui à sa femme. Je me porte bien, mon ami, et je ne suis pas battu. J'ai gagné la bataille. Et alors il écrit la même chose au tsar, qui est très content bien sûr et qui l'élève à la dignité de feld-maréchal et organise un tédéum au monastère Saint-Alexandre Nevski. Mais c'est quand même Napoléon qui est dans le vrai. Cependant, la victoire est quand même imparfaite car les Russes ne se sont pas débandés et vont se replier encore en bon ordre et se diriger vers Moscou. Il aurait fallu envoyer la garde. Borodino, ça restera une catastrophe humaine avec 45 000 morts, blessés ou disparus. Les Russes ont perdu 28 000 hommes et Napoléon 17 000. Les officiers aussi ont payé un lourd tribut. Côté français, on déplore la mort de 10 généraux dont Mondrin et Caulaincourt, et 39 sérieusement blessés. Côté russe, 6 généraux morts et 23 grièvement blessés. Quant à la cavalerie française, elle a perdu près de 15 000 chevaux qui vont lui faire cruellement défaut ultérieurement. Mais les troupes russes ont elles aussi payé un lourd tribut. Leurs pertes se montent désormais à 58 000 hommes morts ou blessés, et seuls 45 000 hommes sur les 103 000 d'origine sont en état de combattre. Et le héros du jour, c'est Larrey. Larrey, le chirurgien en chef, assisté de seulement 45 chirurgiens. Il va procéder à 200 amputations en 24 heures. C'est une moyenne de 7 minutes par amputation. Ah oui. Il ampute à tour de bras, à tour de jambes.
Faut dire qu'il n'est pas retardé par les anesthésistes et qu'il a d'excellents instruments, comme en témoigne un de ses assistants, Percy, fils d'un chirurgien de village. Percy qui déclare avoir acheté une scie de quincaillier et en cas de besoin, il laisse à ses confrères une vieille scie coupant encore bien, un vieux scalpel et un grand couteau. Pour rester dans le même registre et pour donner une idée de cette terrible journée, laissons la parole au général Grillois, qui dit « Les balles, les boulets, les obus et la mitraille pleuvaient sur nous de toutes parts et faisaient de larges trouées dans notre cavalerie, qui pendant plusieurs heures resta là exposée et sans bouger. La plaine était couverte d'hommes blessés. Et parmi les blessés, un officier polonais dont l'épine dorsale et les flancs ont été coupés par un éclat d'obus comme par une faux. Il appelle Combes qui est près de lui. « Tuez-moi. Tuez-moi pour l'amour de Dieu, pour l'amour de votre mère. » Combes répond qu'il n'a pas le temps. Le blessé insiste. Alors Combes dit à un de ses chasseurs « Bon, donnez-lui un pistolet. » Avant de s'éloigner, Combes a eu le temps de voir avec quelle joie l'officier s'est saisi de l'arme. Grillois est dans l'évocation générale, Combes dans le cas particulier. Je me demande ce qui fait le plus peur. Allez, vas-y, on te suit jusqu'à Moscou. Allons-y. Les Français vont suivre Koutouzov sur la route de Moscou, et spécialement Murat qui va talonner son arrière-garde et livrer quelques combats les 9 et 10. Le général russe se rend compte quand même qu'il n'a plus les forces suffisantes pour défendre la capitale, et il va donc finalement opter pour une retraite vers Toula, laissant Moscou sans défense. Il en avertit le tsar qui bien entendu va tomber de haut puisque quelque temps auparavant, Koutouzov lui avait annoncé une victoire. Koutouzov, lui, reste imperturbable. Oh, c'est mon affaire. Hein. Je m'arrangerai pour que, comme l'an dernier en Turquie, les Français finissent par bouffer du cheval. Les survivants russes de Borodino, bien mauvais état, vont traverser Moscou devant une population muette de stupeur. Cette population va se mettre à fuir devant la grande armée en emportant ses biens et ses saintes images. Il ne reste dans les rues que quelques clochards et des moujiks en haillons, ou encore quelques commerçants juifs. Bref, les Français arrivent à Moscou, et c'est d'abord un enchantement. Les soldats sont excités d'arriver dans cette ville dont ils rêvaient depuis plusieurs semaines. Ils en oublient du coup la fatigue et les marches forcées sous les pluies diluviennes, puis sur les fortes chaleurs. Ils aperçoivent les bulbes dorés des églises avec leurs couleurs vives, les façades blanches des palais, les artères larges et dégagées. Le sous-lieutenant-duc attestera. Le soleil brillait de tout son éclat et faisait étinceler à nos yeux émerveillés le reflet de tous les dômes dorés ou argentés qui montraient leur éclat au loin. À ce spectacle pompeux, un enthousiasme extraordinaire s'empare de nos soldats. On n'entendait dans les rangs que le mot féerique de Moscou. Moscou, nous espérions trouver les douceurs et l'abondance de l'ancienne Capoue, ou véritable Palestine, où devrait être le terme de nos misères et de nos souffrances. Oui, mais Moscou est vide d'habitants. Moscou est géré par le gouverneur Rostopchine. C'était le père de la comtesse de Ségur, il ne faut pas l'oublier. Hein. Oui, mais alors on n'est pas dans les malheurs de Sophie, mais dans ceux de Moscou. Moscou Rostopchine va pratiquer la politique impitoyable de la terre brûlée avant l'arrivée des troupes françaises. Il a fait par exemple ouvrir les portes des prisons et libérer 800 prisonniers de droit commun, qui auront notamment pour mission de mettre le feu à la ville et aussi de mettre hors d'état de marche les pompes à incendie et les péniches anti-incendie amarrées sur les quais de la Moskova. Quand les Français arrivent à Moscou, ils trouvent une ville quasiment déserte, étonnamment silencieuse, une ville morte. Les moscovites ont commencé leur exode le lendemain de la bataille de Borodino, à l'annonce que la capitale ne serait pas défendue.
Alors il ne reste que quelques résidents français et quelques étrangers, mais seulement quelques Russes comme certains fonctionnaires, ou des prêtres, des gens malades ou âgés, ou encore des handicapés. Le capitaine Gougou va témoigner. Entré dans la ville après l'infanterie, je traversais de grandes places et des rues. Je regardais par les fenêtres de chaque maison, et ne trouvant âme qui vive, je me sentis glacé d'effroi. De temps à autre, nous croisions nos régiments de cavalerie qui parcouraient les rues au galop, sans trouver personne. Napoléon lui aussi va être surpris, car pas un seul membre de la municipalité n'est venu à sa rencontre faire sa soumission. Et pendant longtemps, il attendra que le tsar demande la paix, ce qui n'arrivera jamais. Et Moscou va brûler pendant plusieurs jours. Le 14 septembre au soir, en effet, se déclarent les premiers feux, et les incendies vont gagner du terrain grâce au vent qui s'est levé. Napoléon doit même quitter le Kremlin, menacé par les flammes, et même l'armée doit quitter Moscou pour l'extérieur. Cet incendie, on l'a vu, est l'œuvre du gouverneur Rostopchine, qui a écrit au tsar quelques jours avant ce qui suit. Après le courrier que j'ai expédié à votre majesté impériale le 1er, en vous annonçant que la ville de Moscou allait être livrée à l'ennemi, je me suis occupé toute la nuit à faire noyer la poudre, à défoncer les tonneaux avec le vin, à expédier l'évêque et des images miraculeuses pour Yaroslav, et à faire partir la police, les employés et les pompes à feu, les dirigeants sur Vladimir sous les cordes de 2 escadrons de dragons. À partir du 20, la pluie va venir à bout de l'incendie, et l'empereur et l'armée vont pouvoir revenir dans Moscou martyrisés. Imaginez-vous que sur 9158 maisons, il n'en reste plus que 6532, et sur 329 églises, il ne reste que 122. On pourrait reprendre l'expression Moscou occupé, Moscou brûlé, Moscou martyrisé. Et désormais, les Français vont se livrer au pillage de la ville. Car à la suite de cet incendie, l'état d'esprit des Français change, et toutes les troupes vont alors se livrer frénétiquement à un pillage général, concernant aussi bien les soldats que les officiers, y compris les régiments d'élite comme celui de la garde. Témoignage du capitaine Coignet qui décrit le manège d'un colonel de la garde. Il partait le soir avec ses 3 domestiques munis de bougies. Il savait que les tableaux des églises sont en relief sur une plaque d'argent. Il les faisait décrocher pour prendre la feuille en argent et mettait tous les saints et saintes dans le creuset en faisait des lingots. Il vendait ses vols aux juifs pour des billets de banque. Pendant cette occupation, il y a eu effectivement de nombreux pillages de la part des soldats, avec des violences à l'encontre des quelques civils demeurés sur place. Toute l'armée est concernée, chacun voulant sa part de butin. Et la garde en tête, devient à la lettre une organisation commerciale. Elle fait main basse sur les plus beaux hôtels, sur toutes les richesses, vaisselle, diamants, perles, étoffes précieuses. Elle fera, quand il faudra entamer la retraite, horreur à toute l'armée. Marchands de Moscou, juifs de Moscou, criera-t-on sur son passage. Et quand la disette viendra, les isolés seront repoussés des bivouacs. Arrière, les marchands de Moscou. À côté de cela, les petites entreprises ne connaissent pas la crise. Le capitaine Coignet achète 40 francs une pelisse en zibeline, tandis que son colonel en vole une en renard. Le pauvre Coignet se verra imposer un échange immédiat. Murat, qui passait par là, raflera la mise pour 300 francs. Pendant ce temps, Napoléon essaie une nouvelle fois de contacter le tsar. Il persiste. Il veut signer la paix, mais il n'obtiendra qu'une fin de non-recevoir. Alors l'empereur va hésiter. Doit-il laisser reposer son armée, prendre des quartiers divers ou marcher vers le nord en direction de Saint-Pétersbourg, ou encore marcher au sud-ouest en direction de Kalouga? Les avis sont partagés parmi l'état-major. Ainsi, même Murat et Caulaincourt sont en faveur d'un repli sur Smolensk.
Darus souhaiterait passer l'hiver à Moscou pour soigner les blessés et les malades. À noter que le 13 octobre tombent déjà les premières neiges. Et à la Comédie Française, on donne les Jeux de l'amour et du hasard au Grand Théâtre Français de Moscou. Oui. Et pendant ce temps-là, Murat, lui, repousse Kutuzov à Vinkovo, bataille à 5 contre 1. La bravoure de Murat va quand même coûter entre 3 et 4 000 hommes et 38 canons. Le 19 septembre, Napoléon quitte enfin Moscou direction Smolensk, avec le gros de l'armée, qui ne compte plus que 100 000 hommes et 600 canons. À suivre.